Le miroir du petit appartement de la rue du Lac reflétait une vérité qu'Élise Moreau n'osait plus regarder en face. 27 ans, des cernes violacées sous ses yeux verts, et cette expression de fatigue qui ne la quittait plus depuis des mois. Elle ajusta machinalement sa robe usée, celle qu'elle portait chaque jour pour travailler à la floriculture, et se détourna de son reflet avec amertume. « Mamie, le petit déjeuner est prêt !» lança-t-elle en direction de la chambre adjacente, tentant de masquer l'inquiétude dans sa voix. Seul le silence lui répondit, un silence qui, ces derniers temps, était devenu plus pesant que tous les maux du monde. Élise poussa doucement la porte entrebâillée et découvrit sa grand-mère, Colette, assise au bord du lit, les mains tremblantes, le visage d'une pâleur alarmante. À 76 ans, cette femme qui avait été sa bouée de sauvetage après la mort de ses parents semblait désormais se noyer dans son propre corps. « Mamie, ça va ?» murmura Élise en s'agenouillant à ses côtés. Colette leva vers elle un regard voilé, mais encore plein de cette tendresse qu'il avait portée durant toutes ces années. « Ma chérie, je me sens si faible aujourd'hui. Mes jambes ne me portent plus. » Le cœur d'Élise se serra. Elle savait que l'état de sa grand-mère se détériorait rapidement. L'insuffisance rénale progressait et les médecins avaient été clairs. Sans transplantation, Colette n'avait plus que quelques mois à vivre. Mais comment trouver 80 000 € pour une opération que la sécurité sociale ne couvrait qu'en partie? « Ne t'inquiète pas, nous allons nous en sortir », dit Élise en prenant les mains fragiles de sa grand-mère entre les siennes. « Je vais trouver une solution. » Mais au fond d'elle-même, le désespoir grandissait. Elle travaillait depuis l'âge de 20 ans dans cette petite floriculture du centre-ville d'Annecy, gagnant à peine de quoi payer le loyer et les frais médicaux. Ses économies s'étaient évaporées dans les consultations privées et les médicaments non remboursés. Après avoir aidé Colette à s'habiller et à prendre son petit déjeuner, Élise se rendit au travail, le cœur lourd. La boutique de fleurs Pétales d'Annecy était nichée dans une ruelle pittoresque, entre un café traditionnel et une librairie ancienne. Monsieur Dubois, le propriétaire, était un homme bienveillant qui avait toujours été compréhensif face à ses difficultés, mais elle savait qu'il ne pourrait pas l'aider davantage. Ce matin-là, une atmosphère particulière régnait dans la boutique. Plusieurs hommes en costume sombre étaient venus la veille, questionnant M. Dubois sur d'éventuelles opportunités immobilières. Le mot résonnait étrangement dans ce quartier où chaque pierre semblait chargée d'histoire. Élise arrangeait machinalement des bouquets de roses blanches lorsque la clochette de l'entrée retentit. Elle leva les yeux et son sang se figea. Devant elle se tenait un homme qu'elle n'avait pas vu depuis presque 15 ans, mais qu'elle aurait reconnu entre mille. Grand, élégant, vêtu d'un costume impeccable, Julien Monclar avait gardé ses yeux gris-bleu qui l'avaient tant troublé dans leur enfance. Ses cheveux bruns étaient désormais parfaitement coiffés, et une aura de réussite émanait de toute sa personne. « Élise » dit-il d'une voix grave, teintée d'une surprise qui semblait sincère. Elle ne répondit pas immédiatement, trop choquée par cette apparition soudaine. Julien, le petit garçon solitaire qui habitait la villa voisine, celui avec qui elle avait partagé tant d'après-midi dans le parc Charles-Bosson, celui qui avait disparu du jour au lendemain quand sa famille avait déménagé à Lyon. « Julien » articula-t-elle finalement, « qu'est-ce que tu fais ici ?» Il s'approcha lentement, comme s'il craignait de briser quelque chose de précieux. « Je suis de passage à Annecy pour affaires. J'ai reconnu cette floriculture et... » Il marqua une pause, son regard scrutant le visage d'Élise, avec une intensité troublante. « Tu as l'air fatigué. Tout va bien ?» Cette question, posée avec une douceur inattendue, faillit faire craquer la façade qu'Élise s'efforçait de maintenir. Elle détourna les yeux, feignant de s'occuper des fleurs. « Tout va parfaitement bien, » mentit-elle. Mais Julien ne fut pas dupe. Il connaissait trop bien cette expression, ce regard fuyant qu'elle avait déjà enfant quand quelque chose la préoccupait. En 15 ans, il avait appris à décrypter les silences, à percevoir les non-dits. Et là, devant cette femme qui avait marqué son enfance, il sentait une détresse qu'elle tentait désespérément de cacher. « Élise » répéta-t-il plus doucement, « dis-moi ce qui ne va pas. » Les mots de Julien résonnaient dans l'air parfumé de la floriculture,
comme un écho du passé. Élise sentit ses défenses s'effriter malgré elle. Cet homme qui se tenait devant elle, avec son costume 3 pièces et sa prestance naturelle, était-il vraiment le même garçon timide qui lui confiait ses secrets sous les saules pleureurs du parc? « Je vais bien, vraiment », répéta-t-elle, mais sa voix tremblait légèrement. Julien s'approcha du comptoir, ses mains expertes effleurant distraitement les pétales d'une pivoine. « Tu sais, j'ai repensé à nous souvent ces dernières années. À ces après-midi où nous nous échappions pour observer les cygnes sur le lac. Tu te souviens? Comment pourrait-elle oublier? Ces moments avaient été les plus heureux de son enfance. Julien était différent des autres enfants du quartier. Là où il voyait un petit garçon bizarre et solitaire, elle percevait une âme sensible, écorchée par l'absence permanente de ses parents, toujours en voyage d'affaires. Bien sûr que je me souviens, admit-elle malgré elle. Mais c'était il y a si longtemps. Nous avons tous les deux changé. Pas tant que ça. Il leva les yeux vers elle, et elle y retrouva cette vulnérabilité qu'elle seule avait su voir autrefois. Tu avais cette façon de me regarder comme si je valais quelque chose. Personne d'autre ne m'avait jamais regardé ainsi. Élise sentit sa gorge se nouer. Elle se souvenait de la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Julien était venu frapper à sa porte, les yeux rougis, pour lui annoncer que sa famille partait pour Lyon le lendemain. Il avait 13 ans, elle en avait 12. Ils avaient pleuré ensemble, se promettant de ne jamais s'oublier. « Pourquoi es-tu vraiment là, Julien ?» demanda-t-elle, tentant de reprendre contenance. Il hésita, comme s'il pesait chaque mot. « J'ai créé une société de développement immobilier. Nous cherchons des terrains dans la région d'Annecy pour y construire un nouveau complexe hôtelier. » Il marqua une pause, observant sa réaction. « Mais, quand j'ai vu cette floriculture, quand j'ai su que tu travaillais ici, tu as su ?» l'interrompit-elle, sourcils froncés. « J'ai demandé des renseignements en ville. Les gens parlent facilement quand on sait écouter. » Il baissa les yeux, comme s'il était gêné de cet aveu. « Je voulais te revoir, Élise. J'avais besoin de savoir comment tu allais. » La jeune femme se figea. Ainsi, sa présence ici n'était pas due au hasard. Cette révélation aurait dû l'énerver, mais elle ne ressentait qu'une étrange émotion, mélange de nostalgie et d'appréhension. « Et comment vais-je, selon toi ?» demanda-t-elle avec une pointe d'amertume. Julien la scruta avec cette intensité qui l'avait toujours troublée. « Tu es épuisée, inquiète, et tu caches quelque chose d'important. » Il s'approcha encore, sa voix se faisant plus douce. « Élise, si tu es dans une situation difficile, peut-être que je peux t'aider. » Elle eut un rire sans joie. « M'aider? Comme dans les contes de fées? Le prince charmant qui vient sauver la demoiselle en détresse? Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Il sembla blessé par sa réaction. « Nous étions amis, Élise. Les vrais amis s'entraident. Nous étions amis il y a 15 ans, Julien. Aujourd'hui, tu es... » Elle gesticula vaguement vers son costume impeccable. « Tu es devenu quelqu'un d'autre, un homme d'affaires qui rachète des terrains pour construire des hôtels. Et moi, je suis resté ici, à vendre des fleurs. » Le silence retomba entre eux, lourd de non-dits. Élise se détourna, feignant de ranger des bouquets déjà parfaitement alignés. Elle ne voulait pas qu'il voie les larmes qui menaçaient de déborder. « Élise !» La voix de Julien était si proche qu'elle sursauta. Il avait contourné le comptoir et se tenait maintenant à quelques centimètres d'elle. « Je ne suis peut-être plus le même qu'avant, mais mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Tu as toujours été spécial. » Elle se retourna brusquement, le regard brillant. « Spécial? Julien, nous avons 12 et 13 ans. C'était de l'amitié d'enfance, rien de plus. »« Non, » dit-il fermement, « c'était plus que ça, et tu le sais. » Avant qu'elle puisse répondre, la clochette de l'entrée retentit de nouveau. Monsieur Dubois entra, l'air soucieux, tenant une enveloppe à la main. « Élise, il faut que je te parle, » dit-il sans remarquer la présence de Julien. « J'ai reçu une proposition de rachat pour la boutique, une offre très généreuse, mais... » Il s'interrompit en apercevant l'homme en costume. « Oh, pardon, je ne savais pas que vous aviez un client. » Julien s'avança, tendant la main. « Julien Monclar. Je suis un ami d'enfance d'Élise. » Monsieur Dubois serra la main tendue, mais son expression se figea en entendant le nom. Monclar, comme la société qui veut racheter tout le quartier. Le cœur d'Élise s'arrêta de battre. Elle regarda Julien,
cherchant dans ses yeux une dénégation qui ne vint pas. « C'est compliqué, » murmura-t-il. « Compliqué !» La voix d'Élise était blanche. « Tu viens ici en prétendant vouloir m'aider, alors que tu es en train de détruire tout ce qui compte pour moi ?» Le silence qui suivit la question d'Élise était aussi tranchant qu'une lame. Julien ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait les mots justes pour expliquer l'inexplicable. Monsieur Dubois, témoin involontaire de cette confrontation, se tenait figé près de la porte, l'enveloppe toujours à la main. « Élise, laisse-moi t'expliquer », commença Julien d'une voix tendue. « M'expliquer quoi ?» Sa colère éclatait maintenant, libérant des semaines de frustration et d'angoisse. Que tu es venu ici pour m'amadouer avant de me voler mon travail? Que tout ce discours sur notre amitié d'enfance n'était qu'une stratégie commerciale? Non! Protesta-t-il avec véhémence. Je te jure que non. Je ne savais pas que tu travaillais ici quand le projet a été lancé. Monsieur Dubois s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Peut-être devrais-je revenir plus tard? Non, restez, dit fermement Élise. Monsieur Dubois, expliquez-moi cette proposition de rachat. Le vieil homme hésita, jetant un regard inquiet vers Julien. Eh bien, la société Monclar Développement propose de racheter tout le pâté de maison. Ils veulent construire un complexe hôtelier de luxe avec spa et centre de congrès. L'offre est substantielle. Substantielle comment? Insista Élise. 3 fois la valeur marchande, avoua monsieur Dubois. Je dois dire que c'est tentant. À mon âge, cette somme me permettrait de prendre ma retraite confortablement. Élise sentit le monde s'écrouler autour d'elle. La floriculture, ce petit havre de paix qui lui avait donné un but pendant toutes ces années, allait disparaître. Et avec elle, son emploi, sa stabilité, tout ce qui lui restait pour s'occuper de sa grand-mère. « Élise, » dit doucement Julien, « je peux faire en sorte que tu aies un poste dans le nouvel hôtel, responsable des espaces verts, ou... »« Tu ne comprends pas, » explosa-t-elle. « Je ne veux pas de ta pitié. Je veux juste pouvoir continuer ma vie tranquillement, sans que des gens comme toi viennent tout bouleverser. » Julien accusa le coup, mais ne recula pas. « Des gens comme moi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Des riches, des privilégiés qui croient que tout peut s'acheter. » Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. « Tu débarques ici avec tes beaux costumes et tes grandes promesses, mais tu ne sais rien de ma vie. Tu ne sais pas ce que c'est que de compter chaque centime, de s'inquiéter pour quelqu'un qu'on aime, de se sentir impuissant face à... » Sa voix se brisa. Elle ne pouvait pas finir sa phrase, ne pouvait pas avouer sa détresse devant cet homme, qui représentait tout ce qu'elle n'aurait jamais. Monsieur Dubois s'approcha d'elle, posant une main paternelle sur son épaule. « Ma petite Élise, je sais que ce n'est pas facile. Si tu veux, je peux refuser l'offre. Cette boutique est aussi la tienne. » « Non, » dit-elle en s'essuyant les yeux. « Vous avez travaillé toute votre vie. Vous méritez cette retraite. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Julien observait la scène avec une expression indéchiffrable. Il voyait la fierté d'Élise, sa générosité envers son patron, mais aussi cette résignation qui lui brisait le cœur. Cette femme qu'il avait retrouvée était encore plus admirable que la petite fille dont il était tombé amoureux des années auparavant. « Et si je vous proposais une alternative ?» dit-il soudain. Élise et monsieur Dubois se tournèrent vers lui, surpris. « Une alternative ?» répéta le vieil homme. Julien hocha la tête, son regard fixé sur Élise. « Je pourrais faire modifier le projet, intégrer la floriculture dans le complexe hôtelier, en faire un élément d'attraction, un jardin d'hiver luxueux où les clients pourraient... »« Arrête !» l'interrompit Élise avec force. « Tu ne comprends toujours pas. Je ne veux pas de ton aide. Je ne veux pas que tu transformes ma vie en attraction pour touristes. »« Alors dis-moi ce que tu veux !» s'exclama Julien, sa patience à bout. « Dis-moi comment je peux arranger les choses. »« Je veux que tu partes !» cria-t-elle. « Je veux que tu retournes dans ton monde de luxe et que tu me laisses tranquille. » Julien la regarda longuement, et elle vit dans ses yeux une douleur qu'elle ne s'attendait pas à y trouver. Il hocha lentement la tête, comme s'il acceptait sa défaite. « Très bien, » dit-il d'une voix sourde. « Je vais partir. » Mais avant, il sortit une carte de visite de sa poche et la posa sur le comptoir. « Si tu changes d'avis, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta sans se retourner. « Élise,
Je sais que tu me détestes en ce moment, et je peux le comprendre, mais sache que tout ce que j'ai dit sur notre amitié était sincère. Tu as toujours été la personne la plus importante de ma vie. » Il sortit sans ajouter un mot, laissant derrière lui un silence pesant et l'écho de ses paroles troublantes. Monsieur Dubois regarda Élise avec compassion. « Ma petite, je crois que ce jeune homme éprouve des sentiments sincères pour toi. » Élise ramassa la carte de visite, la retourna entre ses doigts, puis la froissa violemment. Les sentiments ne paient pas les factures, monsieur Dubois. Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui murmurait qu'elle venait peut-être de commettre la plus grande erreur de sa vie. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ de Julien, et Élise n'arrivait pas à chasser de son esprit ces dernières paroles. Elle avait jeté sa carte de visite, mais les mots résonnaient encore dans sa tête. « Tu as toujours été la personne la plus importante de ma vie. » Ce matin-là, elle se préparait à partir travailler quand elle entendit un bruit sourd venant de la chambre de sa grand-mère. Son sang se figea. Elle se précipita et découvrit Colette effondrée au sol, inconsciente, le visage d'une pâleur mortelle. « Mamie !» cria-t-elle en s'agenouillant à ses côtés. « Mamie, réveillez-vous !» Ses mains tremblaient, tandis qu'elle composait le numéro du SAMU. Les minutes qui suivirent furent un cauchemar flou, les sirènes, les ambulanciers, la course folle vers l'hôpital d'Annecy. Élise serrait la main glacée de sa grand-mère, murmurant des prières qu'elle avait oubliées depuis l'enfance. À l'hôpital, le docteur Rousseau, un homme aux cheveux gris qu'elle connaissait depuis des mois, l'attendait dans le couloir. Son expression grave ne présageait rien de bon. « Élise !» dit-il en posant une main compatissante sur son bras. L'état de Madame Moreau s'est considérablement aggravé. Ses reins ne fonctionnent plus du tout. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle, bien qu'elle redoutât la réponse. « Sans dialyse quotidienne, elle ne tiendra pas plus de quelques semaines. Et même avec la dialyse, » il marqua une pause, « nous devons accélérer les démarches pour la transplantation. » Élise sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'appuya contre le mur, luttant contre la nausée qui montait. « Combien de temps avons-nous pour trouver un donneur compatible et organiser l'opération ? Au maximum 2 mois. Mais Élise, » il hésita, « les frais non pris en charge par la sécurité sociale ? » « Je sais, » coupa-t-elle. 80 000 euros. C'est une somme considérable. Si vous n'avez pas les moyens, nous pouvons explorer d'autres options, mais... Non. Sa voix était ferme malgré le désespoir qui l'envahissait. « Je trouverai l'argent, je ne la laisserai pas mourir. » Le docteur Rousseau la regarda avec pitié. « Élise, soyez réaliste. Où pourriez-vous trouver une telle somme ?» Elle ne répondit pas. Comment expliquer qu'elle était prête à tout pour sauver la femme qui l'avait élevée ? Colette avait sacrifié sa propre retraite pour payer les études d'Élise, avait vendu ses bijoux pour les frais médicaux de sa défunte mère. Elle lui devait tout. Après avoir passé la journée au chevet de sa grand-mère, Élise rentra chez elle épuisée. L'appartement silencieux lui parut encore plus petit et désolé sans la présence rassurante de Colette. Elle s'effondra sur le canapé et pour la première fois depuis des années, pleura sans retenue. C'est alors qu'elle aperçut, dans la corbeille à papier, les morceaux froissés de la carte de visite de Julien. Ces mots lui revinrent en mémoire. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » Non. Elle secoua la tête vigoureusement. Elle ne pouvait pas. Accepter son aide équivaudrait à admettre sa défaite, à reconnaître qu'elle était incapable de s'en sortir seule. Et surtout, cela signifierait entrer dans une dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Elle passa la nuit à réfléchir, explorant toutes les options possibles. Emprunter à la banque, impossible sans garantie. Vendre l'appartement, il ne valait pas assez. Demander de l'aide à ses anciens collègues d'école, aucun d'eux n'avait les moyens. Le lendemain matin, elle retourna à l'hôpital. Colette était réveillée, mais son état avait encore empiré. Ses yeux, autrefois si vifs, semblaient voilés par la fatigue et la douleur. « Ma chérie, » murmura-t-elle en voyant Élise approcher. « Tu as l'air si fatiguée. Ne vous inquiétez pas pour moi, mamie. Concentrez-vous sur votre guérison. » Colette esquissa un sourire faible. « Élise, je dois te dire quelque chose. Je sais que tu te ronges les sangs pour l'argent, mais je ne veux pas que tu hypothèques ton avenir pour moi. »« N'y pensez même pas, » protesta Élise. «
Vous avez fait tellement de sacrifices pour moi, c'est à mon tour maintenant. Non, ma chérie. La voix de Colette était ferme, malgré sa faiblesse. Je suis vieille, j'ai eu une belle vie grâce à toi. Mais toi, tu as encore toute la vie devant toi. Ne gâche pas tout pour... Stop! Élise prit les mains de sa grand-mère dans les siennes. Je ne vous laisserai pas partir. Jamais. Je trouverai une solution. Colette la regarda avec une tristesse infinie. Comment, ma chérie? Comment trouveras-tu une telle somme? Élise ne répondit pas immédiatement. Dans sa tête, une idée folle prenait forme, une idée qu'elle avait repoussée depuis des jours, mais qui revenait sans cesse. Elle pensa à Julien, à ses paroles, à cette proposition d'aide qu'elle avait rejetée avec tant de véhémence. Ce soir-là, seule dans son appartement, elle rassembla les morceaux de la carte de visite et les recolla avec du scotch. Le nom était encore lisible, Julien Monclar, PDG Monclar Développement. Elle fixa le téléphone pendant 1 heure, le cœur battant. Puis, dans un geste désespéré, elle composa le numéro. « Julien Monclar », répondit une voix qu'elle reconnut immédiatement. « Julien ?» Sa voix était à peine audible. « C'est Élise. » Un silence. Puis, « Élise ? Mon Dieu, Comment vas-tu ? J'ai besoin de toi, dit-elle d'une traite, avant de perdre courage. J'ai besoin de ton aide. Le silence qui suivit l'aveu d'Élise sembla durer une éternité. Au bout du fil, elle entendait le souffle de Julien, comme s'il tentait de digérer ses paroles. « Où es-tu » demanda-t-il finalement, sa voix empreinte d'une urgence qu'elle ne lui connaissait pas. « Chez moi, murmura-t-elle. J'arrive. Julien, non, Mais il avait déjà raccroché. Élise resta figée, le combiné à la main, réalisant l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. Elle avait franchi une ligne qu'elle s'était promis de ne jamais dépasser. 20 minutes plus tard, on frappait à sa porte. Elle ouvrit et découvrit Julien, légèrement essoufflé, ses cheveux décoiffés par la course. Il portait encore son costume de travail, mais sa cravate était desserrée et sa veste froissée. « Mon Dieu, Élise, dit-il en la voyant, tu es livide. Que s'est-il passé ?» Elle recula pour le laisser entrer, soudain consciente de la modestie de son appartement face à cet homme habitué au luxe. Le canapé élimé, la table bancale, les murs défraîchis, tout lui paraissait soudain misérable. « C'est ma grand-mère » commença-t-elle, la voix brisée. « Elle est en train de mourir. » Julien ferma la porte derrière lui et s'approcha lentement, comme s'il craignait de l'effrayer. « Raconte-moi tout. » Et elle le fit. Les mots sortirent en cascade. L'insuffisance rénale, l'urgence de la transplantation, les 80 000 € qu'elle n'avait pas. Elle lui parla de Colette, de tout ce qu'elle lui devait, de cette peur viscérale de la perdre. Julien l'écouta sans l'interrompre, son visage se durcissant à mesure qu'elle parlait. Quand elle eut fini, elle était en larmes, épuisée par cet aveu qui lui avait coûté tant d'orgueil. 80 000 €, répéta-t-il pensivement. C'est tout ?» Élise le regarda avec amertume. « Tout, pour toi ce n'est peut-être rien, mais pour moi... Non, excuse-moi. » Il secoua la tête. « Je ne voulais pas paraître insensible. C'est juste que... » Il marqua une pause. « Cette somme, je peux te la donner maintenant. »« Te la donner ?» Elle recula, choquée. « Julien, je ne peux pas accepter la charité. Je ne pourrai jamais te rembourser. » « Qui parle de charité ?» Il s'approcha d'elle, ses yeux gris-bleu plantés dans les siens. « Et si je te proposais autre chose? Un échange ?» Élise fronça les sourcils, méfiante. Quel genre d'échange? Julien se passa une main dans les cheveux, semblant réfléchir intensément. « Élise, il faut que tu saches quelque chose sur moi, sur ma situation. » Il se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières d'Annecy qui scintillaient dans la nuit. « Mon père va prendre sa retraite dans 6 mois. Je dois reprendre la direction de tout le groupe Monclar. Mais le conseil d'administration, il me trouve trop instable. » Instable? Célibataire à 34 ans, aucune relation sérieuse connue du public, pas d'attache familiale. Pour eux, je suis un risque. Il se tourna vers elle. Ils veulent quelqu'un de fiable à la tête de l'entreprise, quelqu'un qui donne une image de stabilité. Élise commençait à comprendre où il voulait en venir, et son cœur s'accéléra. « Julien, qu'est-ce que tu es en train de me proposer? Un mariage !» Les mots sortirent de sa bouche avec une simplicité désarmante. « Un mariage de convenance, pour 1 an. » Elle le fixa bouche bée. « Tu es sérieux?
parfaitement sérieux. Il s'approcha d'elle de nouveau. « Épouse-moi, Élise, officiellement, devant tout le monde. Joue le rôle de la parfaite épouse de PDG pendant 1 an. En échange, je paie tous les frais médicaux de ta grand-mère, plus une compensation financière qui te permettra de vivre confortablement. »« Tu es fou, » murmura-t-elle. « Complètement fou. Peut-être, mais c'est une solution qui nous arrange tous les deux. Tu sauves ta grand-mère, j'obtiens ma promotion. » Élise se laissa tomber sur le canapé, abasourdie. « Un mariage de façade? Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Je sais que c'est énorme. » Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Mais réfléchis, Élise, 1 an de ta vie contre la vie de ta grand-mère, n'est-ce pas un échange équitable? Et après, au bout d'1 an, divorce à l'amiable. Tu reprends ta liberté avec assez d'argent pour recommencer où tu veux. » Élise retira ses mains, se levant brusquement. « C'est de la folie, Julien. Comment peux-tu proposer une chose pareille? Parce que j'ai vu ton désespoir. » Il se releva aussi, sa voix montant d'un cran. « Parce que je sais que tu ferais n'importe quoi pour sauver cette femme. Pas n'importe quoi. Vraiment ?» Il la défia du regard. « Dis-moi alors quelle autre solution tu as. Dis-moi comment tu vas trouver cette somme. » Élise ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Elle n'avait pas d'autre solution. C'était précisément pour cette raison qu'elle l'avait appelé. « Je ne te demande pas une réponse ce soir, » reprit Julien plus doucement. « Réfléchis, mais ne tarde pas trop. Chaque jour compte pour ta grand-mère. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Élise, je sais que tu me détestes pour cette proposition, mais si tu acceptes, je te promets que je ferai tout pour que cette année soit la moins difficile possible pour toi. » Après son départ, Élise resta longtemps immobile au milieu de son salon, un mariage de convenance. 1 an de sa vie en échange de la vie de Colette. Dans sa tête, elle entendait encore la voix faible de sa grand-mère. « Ne gâche pas tout pour moi. » Mais comment pourrait-elle la laisser mourir quand la solution était là, à portée de main? Élise n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Assise à la fenêtre de sa cuisine, elle regardait le soleil se lever sur les Alpes, ses rayons dorés caressant les toits d'Annecy. La beauté du paysage contrastait cruellement avec le chaos qui régnait dans son esprit. Un mariage de convenance. Ces mots résonnaient sans cesse dans sa tête, accompagnés du visage livide de Colette sur son lit d'hôpital. Comment avait-elle pu en arriver là? Comment sa vie avait-elle basculé si rapidement dans cette situation impossible? Son téléphone vibra. Un message de l'hôpital. État de Madame Moreau stable mais critique. Dialyse d'urgence programmée à 14 heures. Docteur Rousseau. Élise ferma les yeux, sentant le poids de la responsabilité écraser ses épaules. Elle n'avait plus le choix, plus le temps de réfléchir. À 9 heures, elle se rendit à la floriculture. Monsieur Dubois l'attendait, l'air inquiet. « Ma petite Élise, j'ai appris pour ta grand-mère. Comment va-t-elle? »« Pas bien, » répondit-elle simplement. « Monsieur Dubois, j'ai quelque chose à vous demander. Si je devais partir quelque temps, pourriez-vous vous débrouiller sans moi ?» Le vieil homme fronça les sourcils. « Partir? Où ça? Et pour combien de temps? Je ne peux pas encore vous expliquer, mais c'est important. C'est pour sauver mamie Colette. » Il la regarda longuement, puis hocha la tête. « Tu sais bien que je ferai n'importe quoi pour t'aider, ma petite, mais promets-moi que tu ne fais rien de dangereux. »« je vous le promets. » À midi, Élise se dirigea vers l'hôtel impérial, le plus luxueux d'Annecy, où Julien avait ses bureaux temporaires. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'explose dans sa poitrine. L'hôtel était un monument de marbre et de cristal qui l'intimida immédiatement. Les clients, élégamment vêtus, évoluaient dans le hall comme s'ils appartenaient à un autre monde. Élise, dans sa simple robe bleue, se sentait complètement déplacée. « Puis-je vous aider ?» demanda le concierge avec un sourire professionnel. « Je voudrais voir monsieur Julien Monclar. Avez-vous rendez-vous? Dites-lui qu'Élise souhaite le voir. Il comprendra. » Quelques minutes plus tard, Julien apparut dans le hall. Il portait un costume gris anthracite impeccable, mais elle remarqua les cernes sous ses yeux. Lui non plus n'avait pas dû beaucoup dormir. « Élise, » dit-il simplement, « nous devons parler. » Il l'emmena dans un salon privé de l'hôtel, loin des regards indiscrets. Le silence s'étira entre eux, tandis qu'un serveur apportait du thé qu'aucun d'eux ne toucha.
J'ai réfléchi à ta proposition, commença-t-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'était en réalité. Julien se pencha vers elle, attentif. « Et j'ai des conditions. » Il hocha la tête. « Je t'écoute. » Élise avait préparé ce discours toute la matinée. Premièrement, tous les frais médicaux de ma grand-mère, y compris les soins post-opératoires et de réhabilitation. Deuxièmement, je veux un contrat écrit, clair, qui précise que ce mariage prendra fin exactement au bout d'1 an. D'accord. Quoi d'autre? Je garde ma propre chambre. Ce mariage peut être légal, mais il ne sera jamais... Elle rougit. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Julien ne s'y a pas. Autre chose? Je veux pouvoir rendre visite à ma grand-mère quand je veux, sans restriction. Et si elle... Sa voix se brisa. Si elle ne s'en sort pas, je veux pouvoir annuler le contrat. Julien se leva et vint s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Élise, ta grand-mère va s'en sortir. Je ferai appel aux meilleurs spécialistes d'Europe s'il le faut. Pourquoi? Demanda-t-elle soudain. Pourquoi fais-tu tout ça? Il la regarda intensément et elle crut voir vaciller quelque chose dans ses yeux. Parce que tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. Le cœur d'Élise s'arrêta. Julien, non, laisse-moi finir. Il prit ses mains dans les siennes. Je sais que ce mariage ne sera qu'un arrangement pour toi. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais pour moi, ce sera l'occasion de passer une année avec la femme dont je rêve depuis 15 ans. Élise sentit les larmes monter. Tu ne me connais pas vraiment, Julien. Tu idéalises la petite fille que j'étais. Non, sa voix était ferme. J'aime la femme que tu es devenue. Ton courage, ta générosité, ta fierté. Tout ce que tu viens de me démontrer en acceptant de sacrifier ton orgueil pour sauver ta grand-mère. Elle le regarda longuement, troublée par la sincérité qu'elle lisait dans ses yeux. Et si au bout d'1 an, je veux vraiment partir, alors je te laisserai partir. Il porta ses mains à ses lèvres et y déposa un baiser léger. Mais j'espère qu'en 1 an, j'arriverai à te convaincre que nous sommes faits l'un pour l'autre. Élise ferma les yeux. Elle pensait à Colette, à sa faiblesse grandissante, au temps qui filait inexorablement. Elle pensait aussi à cet homme face à elle, qui lui offrait une chance de tout sauver. « D'accord, » murmura-t-elle, « j'accepte. » Julien sourit pour la première fois depuis leur conversation, un sourire qui transformait complètement son visage. « Vraiment? Vraiment? » Mais Julien, elle le regarda droit dans les yeux. « Ne t'attends pas à un miracle. Mon cœur n'est pas à vendre. Je sais. » Il se leva, redevenant soudain l'homme d'affaires efficace. « Je vais faire préparer les contrats. En attendant, nous devons nous occuper de ta grand-mère. J'ai déjà contacté le professeur Delacroix, le meilleur néphrologue de France. Il arrive de Paris cet après-midi. » Élise le regarda ébahie. « Tu avais déjà tout organisé? J'espérais que tu accepterais. » Il lui tendit la main pour l'aider à se lever. « Viens, allons voir Colette. Il est temps qu'elle apprenne qu'elle va avoir un petit-fils par alliance. » Tandis qu'ils sortaient de l'hôtel ensemble, Élise se demandait dans quoi elle venait de s'engager. Elle avait l'impression de jouer avec le destin, mais pour la première fois depuis des semaines, elle osait espérer. Le professeur Delacroix était un homme élégant, aux cheveux argentés, qui inspira immédiatement confiance à Élise. Il examina Colette avec une minutie remarquable, posant des questions précises et prenant des notes détaillées. Julien était resté discrètement en retrait, mais Élise sentait sa présence rassurante derrière elle. « Madame Moreau a encore de bonnes chances, » déclara finalement le spécialiste. « Mais il faut agir vite. J'ai déjà contacté plusieurs centres de transplantation en Europe. Nous devrions avoir des nouvelles dans les 48 heures. » Colette, malgré sa faiblesse, regardait alternativement Élise et Julien avec une curiosité évidente. « Ma chérie, tu ne m'as pas dit que tu avais un petit ami. » Élise rougit violemment. « Mamie, ce n'est pas... Nous ne sommes pas... » « Donc si, » l'interrompit doucement Julien en s'approchant du lit. « Madame Moreau, je m'appelle Julien Monclar. Élise et moi, nous allons nous marier. » Les yeux de Colette s'écarquillèrent. « Vous marier? Mais quand? Comment? »« Très bientôt, » répondit Julien avec un sourire qui semblait parfaitement naturel. « J'avoue que c'est un peu précipité, mais quand on aime... » Élise le regarda, stupéfaite par l'aisance avec laquelle il mentait. Ou était-ce vraiment un mensonge?
La sincérité dans sa voix était troublante. « Oh, ma chérie !» Colette tendit une main tremblante vers Élise. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« C'est récent, mamie. Nous voulions attendre le bon moment pour vous l'annoncer. » Colette observa Julien attentivement. « Vous avez l'air d'un homme bien, monsieur Monclar, mais promettez-moi que vous prendrez soin de ma petite fille. Elle a déjà tant souffert. »« Je vous le promets, » dit Julien avec une gravité qui fit frissonner Élise. « Elle sera la femme la plus choyée de France. » Plus tard, dans le couloir de l'hôpital, Élise ne put contenir sa frustration. « Comment peux-tu mentir si facilement à une femme malade ?»« Je n'ai pas menti, » répondit Julien calmement. « Nous allons effectivement nous marier. » Et quant au reste, il s'arrêta et la regarda intensément. Qui dit que c'était un mensonge? Élise détourna les yeux, troublée. « Nous devons parler des détails pratiques. Où vivrons-nous? Comment présenter notre mariage à ton entourage? J'ai un appartement à Lyon, avenue Foch. C'est là que nous vivrons. Quant à l'explication, il réfléchit. Nous dirons que nous nous sommes retrouvés par hasard et que l'amour de jeunesse a ressurgi. Ce n'est pas si loin de la vérité. Pour toi, peut-être. » Julien s'arrêta brusquement et se tourna vers elle. « Élise, je sais que tu acceptes ce mariage par obligation. Mais peux-tu au moins essayer de ne pas me détester ?» Elle fut surprise par la vulnérabilité qu'elle perçut dans sa voix. « Je ne te déteste pas, Julien. Mais, j'ai peur. » L'aveu lui échappa avant qu'elle puisse le retenir. « J'ai peur de perdre qui je suis dans ton monde. J'ai peur de devenir quelqu'un d'autre. » Julien s'approcha d'elle et, avec une délicatesse infinie, caressa sa joue. « Tu ne perdras jamais qui tu es. C'est précisément pour cela que je t'aime. » 3 jours plus tard, ils étaient mariés. La cérémonie eut lieu à la mairie d'Annecy en petit comité. Élise avait insisté pour que Colette puisse y assister, et les médecins avaient accepté une sortie exceptionnelle de quelques heures. Julien avait fait venir sa mère de Lyon, une femme élégante aux cheveux parfaitement coiffés, qui observa Élise avec une curiosité polie mais froide. Quelques collègues de Julien étaient présents, ainsi que M. Dubois, qui pleurait d'émotion. Élise portait une robe simple de couleur ivoire, que Julien avait fait venir de Paris. Elle était magnifique, mais elle se sentait comme une actrice jouant un rôle qui ne lui appartenait pas. « Vous acceptez-vous mutuellement pour époux ?» demanda le maire. « Oui, » dit Julien d'une voix ferme, ses yeux ne quittant pas ceux d'Élise. « Oui, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Quand Julien l'embrassa, ce fut avec une tendresse qui la surprit. Ses lèvres étaient douces, et l'espace d'un instant, elle oublia que ce baiser était une mascarade. Le soir même, ils prirent la route pour Lyon. Élise regardait défiler le paysage par la fenêtre de la luxueuse Mercedes de Julien, se demandant si elle ne faisait pas le plus grand erreur de sa vie. « Tu regrettes ?» demanda Julien, comme s'il lisait dans ses pensées. « Non. » Elle tourna la tête vers lui. « Et toi ?»« Jamais. » Il lui prit la main et la porta à ses lèvres. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, Madame Monclar. » L'appartement de Lyon la laissa sans voix. Situé dans un immeuble haussmannien, il offrait une vue panoramique sur la Saône. Les plafonds étaient hauts, les meubles d'époque, et chaque détail respirait le raffinement. C'était beau, impressionnant, mais terriblement intimidant. « Ta chambre, » dit Julien en ouvrant une porte. « J'ai pensé que tu préférerais celle-ci. Elle donne sur le jardin. » La pièce était spacieuse, décorée dans des tons pastels, avec un lit à baldaquin qui semblait sortir d'un conte de fées. Une robe de chambre en soie était posée sur le lit, ainsi qu'un bouquet de roses blanches. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Je veux que tu te sentes chez toi ici. » Il hésita. « Élise, je sais que tout cela est nouveau pour toi. Nous irons à ton rythme. » Elle le regarda. Cet homme qui était maintenant son mari. Cet étranger qui prétendait l'aimer. « Merci, » dit-elle simplement. Cette nuit-là, seule dans sa nouvelle chambre luxueuse, Élise contempla l'alliance qui brillait à son doigt. En l'espace d'une semaine, sa vie avait basculé de façon inimaginable. Elle était désormais Madame Monclar, épouse d'un millionnaire, et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Tout ce qu'elle savait, c'est que quelque part dans un hôpital d'Annecy, Colette dormait paisiblement, entourée des meilleurs soins, et que c'était tout ce qui comptait vraiment. Les premières semaines de son mariage passèrent comme dans un rêve étrange pour Élise.
Chaque matin, elle se réveillait dans des draps de soie, dans une chambre plus grande que tout son ancien appartement, et il lui fallait quelques secondes pour se souvenir où elle était et pourquoi. Julien se montrait d'une délicatesse remarquable. Il partait tôt au bureau et rentrait en fin d'après-midi, lui laissant le temps de s'habituer à sa nouvelle existence. Il avait engagé une femme de ménage, Madame Laurent, une dame souriante qui s'occupait de l'appartement et qui, sans qu'Élise le lui demande, lui apprenait les subtilités de cette vie bourgeoise. « Madame Monclar, lui dit-elle un matin en préparant le petit déjeuner, votre mari m'a demandé de vous rappeler que vous avez rendez-vous chez le coiffeur cet après-midi. Et demain, c'est le dîner chez les Beaumont. » Élise soupira. Les Beaumont étaient des associés de Julien, et ce serait sa première vraie sortie mondaine en tant que Madame Monclar. L'idée la terrifiait. « Madame Laurent, comment fait-on pour être à la hauteur dans ce genre de soirée ?» La femme de ménage la regarda avec bienveillance. « Soyez vous-même, ma petite. Votre mari vous a épousée telle que vous êtes. Si seulement c'était si simple, » pensa Élise. Elle passa l'après-midi chez le coiffeur le plus chic de Lyon, où on transforma ses cheveux châtains en un carré sophistiqué qui lui donnait une allure plus mature. En se regardant dans le miroir, elle eut l'impression de voir une étrangère. Le soir, Julien rentra plus tôt que d'habitude. Il s'arrêta net en la voyant. « Tu es... » Il chercha ses mots. « Tu es éblouissante. Je ne me reconnais pas, » avoua-t-elle en touchant nerveusement ses cheveux. « Tu es toujours la même Élise, juste un peu plus. Parisienne. » Il sourit et s'approcha d'elle. « Comment te sens-tu ?»« Perdue, » répondit-elle franchement. « Julien, je ne sais pas comment me comporter demain soir. Ces gens, ils vont tout de suite voir que je ne suis pas de leur monde. » Il prit ses mains dans les siennes. « Élise, tu vaux 100 fois mieux que tous ces gens. Tu as quelque chose qu'ils n'auront jamais. Un cœur sincère. Un cœur sincère ne m'apprendra pas quelle fourchette utiliser pour le poisson. » Julien éclata de rire. « Alors, laisse-moi t'apprendre. » Il l'emmena dans la salle à manger et sortit le service en porcelaine de Limoges. Pendant 1 heure, avec une patience infinie, il lui expliqua les codes de l'étiquette bourgeoise, comment tenir son verre, comment engager une conversation polie, comment répondre aux questions indiscrètes sans rien révéler. « Et si on me demande comment nous nous sommes rencontrés ?» demanda Élise. « Nous disons la vérité, que nous étions voisins enfants, que nous nous sommes perdus de vue et que le destin nous a réunis. » Il la regarda intensément. « N'est-ce pas exactement ce qui s'est passé ?» Élise détourna les yeux. Cette façon qu'il avait de rendre leur arrangement si romantique la troublait profondément. Le lendemain soir, dans sa robe de cocktail noir que Julien avait fait livrer dans l'après-midi, Élise se sentait comme un imposteur. La robe était magnifique, parfaitement ajustée, mais elle ne se sentait pas elle-même. L'appartement des Beaumont, situé dans le 6e arrondissement, était encore plus impressionnant que celui de Julien. Les invités, une trentaine de personnes élégamment vêtues, évoluaient avec une aisance naturelle qui intimidait Élise. Julien, un homme corpulent, aux cheveux grisonnants, s'approcha d'eux. « Et voici donc la mystérieuse épouse. Charles, je te présente Élise. Élise, voici Charles Beaumont, mon associé et ami. » Élise tendit la main, mais Charles la porta à ses lèvres dans un baisement théâtral. « Enchanté, Madame Monclar. Julien nous a caché votre existence jusqu'au dernier moment. Un homme sage. » La soirée se déroula comme dans un brouillard. Élise souriait, répondait aux questions, mais elle avait l'impression de jouer un rôle. Les femmes parlaient de leurs derniers achats chez les grands couturiers, de leurs voyages en première classe, de leurs enfants dans des écoles privées hors de prix. Les hommes discutaient affaires, politique, placements financiers. « Et vous, ma chère Élise ?» demanda Madame Beaumont, une femme aux bijoux clinquants. « Que faisiez-vous avant votre mariage ?»« Je travaillais dans une floriculture. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Comme c'est original », finit par dire la dame avec un sourire contraint. Julien, qui avait entendu l'échange, s'approcha immédiatement. « Ma femme a un don extraordinaire avec les fleurs. Elle transformait cette petite boutique en véritable jardin d'Éden. » Il passa un bras protecteur autour de la taille d'Élise et elle lui en fut reconnaissante.
Mais elle voyait bien les regards en coin, les sourires entendus. Elle ne faisait pas partie de ce monde, et cela se voyait. Sur le chemin du retour, dans la voiture, le silence était pesant. « Je suis désolé », finit par dire Élise. « Je vous ai fait honte. » Julien freina brusquement et se gara sur le côté. « Me faire honte ?» Il se tourna vers elle, incrédule. « Élise, tu as été parfaite. »« Parfaite ?» J'ai renversé du vin sur la nappe. J'ai appelé Madame Beaumont par le mauvais prénom. Et j'ai parlé de floriculture à des gens qui pensent que les fleurs poussent directement dans les vases. Et tu sais quoi ? Il prit son visage entre ses mains. Tu étais la seule personne sincère de toute cette soirée, la seule qui ne jouait pas la comédie. Et c'est exactement ça le problème. Eux, ils savent jouer la comédie. Moi, je ne sais pas. Et c'est pour ça que je t'aime. Les mots sortirent de sa bouche avec une intensité qui les surprit tous les deux. Ils se regardèrent dans le silence de l'habitacle, l'air chargé d'une tension nouvelle. Élise sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans les yeux de Julien qu'elle n'avait jamais vu auparavant, quelque chose de vulnérable et de profondément sincère. « Julien, commença-t-elle. Mais il détourna les yeux et redémarra la voiture. « Nous ferons mieux la prochaine fois, dit-il d'une voix redevenue neutre. Le reste du trajet se fit en silence. Mais Élise ne pouvait pas oublier cette lueur dans ses yeux, ni la façon dont son cœur avait bondi quand il avait dit qu'il l'aimait. Pour la première fois depuis leur mariage, elle se demanda si cette histoire d'amour à sens unique était vraiment aussi unilatérale qu'elle le croyait. 2 mois après leur mariage, Élise reçut l'appel qu'elle attendait depuis si longtemps. Le professeur Delacroix avait trouvé un donneur compatible pour Colette. L'opération aurait lieu dans 3 jours à la clinique privée Sainte-Marie de Lyon. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en raccrochant, les jambes flageolantes. Julien, qui travaillait dans son bureau à domicile, accourut en l'entendant. « Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont trouvé un donneur pour mamie. » Les larmes coulèrent sur ses joues, un mélange de joie et d'angoisse. « L'opération est prévue mercredi. » Sans hésiter, Julien la prit dans ses bras. « C'est merveilleux, Élise. Tu vois, je t'avais dit qu'elle s'en sortirait. » Pour la première fois depuis leur mariage, Élise ne se raidit pas dans ses bras. Au contraire, elle s'abandonna à cette étreinte rassurante, respirant l'odeur familière de son eau de Cologne. « J'ai si peur !» avoua-t-elle contre son épaule. « Et si l'opération se passait mal? Et si... » Chut! Il caressa doucement ses cheveux. « Le professeur Delacroix est le meilleur. Tout va bien se passer. » Ils partirent pour Annecy le lendemain. Julien avait insisté pour l'accompagner, annulant plusieurs rendez-vous importants. Dans la voiture, Élise regardait défiler les paysages familiers des Alpes avec une émotion nouvelle. Ces montagnes qu'elle avait toujours connues lui semblaient différentes maintenant, comme si elle les redécouvrait avec d'autres yeux. « Tu regrettes parfois ta vie d'avant » demanda Julien, brisant le silence. Élise réfléchit à la question. « Parfois, la simplicité me manque, mais... » Elle tourna la tête vers lui. « Je ne regrette pas d'avoir pu sauver mamie, et je ne regrette pas de t'avoir... » Elle s'interrompit, surprise par ses propres mots. « De m'avoir quoi ?» l'encouragea-t-il doucement. « De t'avoir redécouvert, » finit-elle par avouer. « Tu n'es pas l'homme que je croyais. » Un sourire éclaira le visage de Julien. « En bien ou en mal ? » « En bien, définitivement en bien. » L'opération de Colette dura 6 heures. Élise passa ce temps dans la salle d'attente de la clinique, incapable de rester assise plus de quelques minutes. Julien était à ses côtés, patient, réconfortant, lui apportant du café qu'elle ne buvait pas et des magazines qu'elle ne lisait pas. « Vous savez, » dit-elle soudain, « quand j'étais petite, après la mort de mes parents, j'ai fait un cauchemar récurrent pendant des mois. Je rêvais que mamie partait aussi, qu'elle m'abandonnait. Tu as peur de rester seule, » comprit Julien. « J'ai toujours eu peur de ça. » Elle le regarda avec une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais montrée. « C'est pour ça que j'ai eu du mal à te faire confiance. Faire confiance, c'est prendre le risque d'être abandonné. » Julien prit sa main et la serra doucement. « Élise, je ne t'abandonnerai jamais. Même si au bout d'1 an tu décides de partir, je serai toujours là si tu as besoin de moi. » Elle sentit quelque chose se délier dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, elle osait croire qu'elle pouvait s'appuyer sur quelqu'un d'autre que Colette. Enfin,
Le professeur Delacroix apparut, encore en tenue chirurgicale. Son sourire leur donna immédiatement la réponse qu'ils attendaient. L'opération s'est parfaitement déroulée. Le rein fonctionne déjà normalement. Madame Moreau va pouvoir mener une vie tout à fait normale. Élise éclata en sanglots de soulagement. Julien la serra contre lui, et cette fois, elle n'essaya pas de s'échapper. Elle avait besoin de cette force, de cette chaleur humaine. Ils purent voir Colette le lendemain. Malgré la fatigue de l'opération, elle avait retrouvé des couleurs et cette étincelle dans les yeux qu'Élise croyait perdue à jamais. « Ma chérie, » dit Colette en serrant la main de sa petite fille, « tu as l'air différente, plus épanouie. » Élise rougit. « C'est le soulagement, mamie. »« Non. » Colette regarda Julien avec un sourire complice. « C'est l'amour, ça se voit sur ton visage. » Plus tard, alors qu'ils se promenaient au bord du lac d'Annecy, Élise réfléchissait aux paroles de sa grand-mère. Avait-elle raison? Ses sentiments pour Julien étaient-ils vraiment en train d'évoluer? « Merci, » dit-elle soudain. « Pourquoi? »« Pour tout, pour avoir sauvé mamie, pour ta patience avec moi, pour... » Elle chercha ses mots. « Pour m'avoir montré qu'on peut être fort et vulnérable à la fois. » Julien s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « Élise, ces derniers mois avec toi ont été les plus beaux de ma vie. Même si notre mariage n'était qu'un arrangement au départ, pour moi, chaque jour passé à tes côtés a été un cadeau. » Elle le regarda intensément. Il y avait tant de sincérité dans ses yeux, tant de tendresse. Comment avait-elle pu croire qu'il jouait la comédie? « Julien, Elle hésita, puis prit son courage à deux mains. « J'aimerais que nous repartions sur de nouvelles bases, que nous apprenions vraiment à nous connaître, sans pression, sans obligation, juste pour voir. » Le sourire qui illumina le visage de Julien lui coupa le souffle. « Tu veux dire, comme un vrai couple? Comme un couple qui apprend à s'aimer, » corrigea-t-elle, « si c'est possible. » En guise de réponse, Julien porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser si tendre qu'elle sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. « Tout est possible, Élise, tout. » Ce soir-là, dans leur hôtel d'Annecy, ils dînèrent en tête-à-tête comme jamais ils ne l'avaient fait. Ils parlèrent de tout et de rien, de leurs souvenirs d'enfance, de leurs rêves, de leurs peurs. Élise découvrait un Julien qu'elle ne connaissait pas, drôle, passionné, capable d'autodérision. « Tu sais, » dit-elle en finissant son dessert, « j'avais oublié comme tu me faisais rire quand nous étions enfants. Et toi, tu étais la seule à comprendre mes silences. » Il la regarda avec émotion. « Tu l'es toujours. » Quand ils remontèrent dans leur chambre d'hôtel, une gêne nouvelle s'installa entre eux. Pour la première fois, ils allaient partager le même espace, sans la barrière des chambres séparées. « Je peux dormir sur le canapé, » proposa Julien. « Non, » dit Élise en rougissant. « Nous sommes mariés, après tout, et je commence à croire que ce mariage pourrait devenir autre chose qu'un simple arrangement. » Cette nuit-là, ils s'endormirent chacun de leur côté du grand lit, mais leurs mains se trouvèrent dans l'obscurité et s'entrelacèrent. C'était un premier pas vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait enfin à de l'espoir. Les semaines qui suivirent le retour de Lyon furent une révélation pour Élise. Julien et elle avaient trouvé un équilibre nouveau, fait de petites attentions, de conversations profondes et de moments de complicité qui la surprenaient chaque jour. Un matin, elle se réveilla avec l'odeur du café et des croissants frais. Elle trouva Julien dans la cuisine, encore en pyjama, préparant le petit déjeuner avec un sérieux comique. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle en riant. « J'essaie de faire des œufs brouillés sans les brûler, mission quasi impossible apparemment. » Elle s'approcha de lui et, sans réfléchir, posa une main sur son torse pour le pousser gentiment. « Laisse-moi faire, tu vas mettre le feu à la cuisine. » Le contact de sa peau chaude, sous le tissu fin de son pyjama, la fit frissonner. Julien, qui avait remarqué son trouble, posa ses mains sur ses hanches. « Élise, » murmura-t-il. Elle leva les yeux vers lui, et ce qu'elle vit dans son regard lui coupa le souffle. Il y avait tant de désir, mais aussi tant de tendresse et de respect. Il attendait un signe d'elle, ne voulant pas la brusquer. « Julien, » commença-t-elle. La sonnerie du téléphone les interrompit. Julien soupira et décrocha. « Monclar, oui, Charles. Maintenant? Mais c'est samedi. » Élise vit son visage se crisper à mesure qu'il écoutait son interlocuteur. « Très bien, j'arrive. »
Il raccrocha et se tourna vers elle avec regret. « Je dois partir. Problème urgent avec le projet d'Annecy. » Le projet d'Annecy. Élise sentit son sang se glacer. Elle avait presque oublié que Julien était à l'origine de la menace qui pesait sur la floriculture. « Élise, ce n'est pas ce que tu crois. »« Qu'est-ce que c'est alors ?» demanda-t-elle, sa bonne humeur évaporée. Julien passa une main dans ses cheveux, visiblement embarrassé. Il y a eu des complications avec les autorisations. Les riverains s'opposent au projet. Je dois aller régler ça. Et tu vas faire quoi? Leur offrir plus d'argent pour qu'ils se taisent? Non. Il s'approcha d'elle, mais elle recula. Élise, écoute-moi. Ce projet, je ne le vois plus de la même façon qu'avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que depuis que je te connais vraiment, depuis que j'ai vu ton attachement à Annecy, à cette floriculture, il hésita. Je remets tout en question. Élise le regarda, incrédule. Tu remettrais en question un projet de millions d'euros, pour moi, pour nous, pour l'avenir que je veux construire avec toi. Ces mots la bouleversèrent, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Mais une part d'elle refusait encore de croire qu'un homme puisse changer à ce point. « Va régler tes affaires, dit-elle doucement. Nous parlerons à ton retour. » Julien partit, et Élise passa la journée dans un état de grande confusion. Elle aimait cet homme, elle ne pouvait plus le nier. Mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Le soir, quand Julien rentra, il avait l'air épuisé. Il la trouva dans le salon, lisant un livre, sans vraiment le voir. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « J'ai suspendu le projet. » Cette fois, elle leva la tête, stupéfaite. « Tu as fait quoi ?»« J'ai suspendu le projet d'Annecy. Indéfiniment. » Il s'assit en face d'elle. Charles était furieux. « Le Conseil va probablement remettre en question ma nomination à la présidence. »« Julien, pourquoi ?» Il la regarda intensément. « Parce que j'ai compris quelque chose aujourd'hui. En écoutant ces gens défendre leur quartier, leurs souvenirs, leur façon de vivre, j'ai pensé à toi, à la floriculture de Monsieur Dubois, à tout ce que ce projet détruirait. Mais ta carrière, ma carrière ne vaut rien si je la construis en détruisant ce qui compte vraiment. » Il se leva et vint s'asseoir à côté d'elle. « Élise, je veux être l'homme que tu mérites, pas seulement un businessman sans scrupules. » Elle sentit les larmes monter. « Tu as vraiment fait ça? Pour moi, pour nous, pour prouver que nos sentiments valent plus que tout l'argent du monde. » Cette fois, quand il l'embrassa, elle ne se déroba pas. Leurs lèvres se trouvèrent avec une passion longtemps contenue. Et Élise sentit son cœur exploser dans sa poitrine. C'était leur premier vrai baiser, celui qui scellait enfin leur union, non plus d'intérêt, mais d'amour. « Je t'aime », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Je t'aime tellement que ça me fait peur. »« N'aie pas peur, » répondit-il en caressant son visage. « Plus jamais. » Cette nuit-là, ils franchirent ensemble le pas qu'ils n'avaient jamais osé faire. Dans l'intimité de leur chambre, ils se découvrirent vraiment pour la première fois. Sans masque, sans barrière. Julien fut d'une tendresse infinie, attentif à chacune de ses réactions, et Élise comprit que faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime vraiment n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait pu connaître auparavant. Au petit matin, pelotonnée contre lui, elle observait son visage endormi avec une émotion nouvelle. Cet homme avait bouleversé sa vie, d'abord par la force des circonstances, puis par la puissance de ses sentiments. « À quoi tu penses ?» murmura-t-il sans ouvrir les yeux. « Je pense que j'ai eu tort de résister si longtemps. » Il ouvrit les yeux et lui sourit. « Tu résistais par prudence, c'est normal. Et maintenant ? Maintenant, nous avons toute la vie pour nous aimer. » Il déposa un baiser sur son front. « À moins que tu veuilles toujours divorcer dans quelques mois ?» Élise rit et se blottit plus près de lui. « Je crois que ce contrat va devoir être renégocié. » « Dans quel sens ? » « Dans le sens d'un contrat à vie, si tu es d'accord, bien sûr. » En guise de réponse, Julien la fit rouler sur lui et l'embrassa avec une passion qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. Marché conclu, Madame Monclar. Dehors, Lyon s'éveillait sous un soleil radieux, mais dans cette chambre, un amour authentique venait enfin d'éclore, transformant à jamais deux destins qui s'étaient trouvés. 3 mois s'écoulèrent dans un bonheur que ni Élise ni Julien n'avaient osé espérer. Leur amour, né d'un arrangement, s'épanouissait chaque jour davantage. Colette, complètement rétablie,
avait emménagé dans un joli appartement près du lac d'Annecy que Julien avait insisté pour lui offrir. Tout semblait parfait. Ce matin-là, Élise se préparait pour accompagner Julien à un important conseil d'administration. Malgré la suspension du projet d'Annecy, il avait réussi à convaincre les actionnaires de sa vision plus responsable de l'entreprise familiale. « Tu es magnifique », dit-il en la voyant dans sa robe de soie bleue. « J'espère être à la hauteur. Ces réunions m'impressionnent encore. Tu es parfaite. » Il l'embrassa tendrement. « Et après cette réunion, j'ai une surprise pour toi. »« Oh, quelle surprise ! Si je te le dis, ce ne sera plus une surprise. » Il sourit mystérieusement. « Fais-moi confiance. » La réunion se déroula dans les bureaux luxueux du groupe Monclar. Élise, assise dans la salle d'attente, feuilletait des magazines quand elle entendit des éclats de voix venant de la salle de conférence. Elle reconnut la voix de Julien, tendue, et celle de Charles Beaumont, visiblement en colère. Inquiète, elle s'approcha de la porte entrebâillée. « Tu es en train de ruiner l'entreprise, Julien !» criait Charles. « Annuler le projet d'Annecy nous fait perdre des millions. »« J'ai trouvé d'autres opportunités plus éthiques, » répondait Julien fermement. « Éthique ?» La voix de Charles était sarcastique. « Depuis quand les affaires sont-elles éthiques? Et ne me dis pas que cette soudaine conscience n'a rien à voir avec ta petite épouse. » Élise sentit son cœur se serrer. « Laisse ma femme en dehors de ça, » dit Julien d'une voix dangereuse. « Ta femme ?» Charles éclata d'un rire méprisant. « Allons, Julien, nous savons tous pourquoi tu l'as épousée. Un arrangement pratique pour calmer le conseil, rien de plus. Mais maintenant, elle te fait perdre la tête. Charles, je te conseille de... »« Quoi? Tu vas me menacer pour une fille que tu as achetée? Car c'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Tu as payé ses dettes et elle t'a donné son nom sur un contrat de mariage. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise, pétrifiée, attendait que Julien démente avec véhémence, mais les mots ne venaient pas. « C'est bien ce que je pensais, » reprit Charles avec satisfaction. « Alors, arrête de jouer les romantiques et reviens aux affaires sérieuses. Nous relançons le projet d'Annecy, point final. » Non, la voix de Julien était ferme. « Le projet reste suspendu. » « Très bien. Dans ce cas, le Conseil votera ta destitution la semaine prochaine. Et quand ta petite femme apprendra que tu n'es plus qu'un homme ordinaire sans fortune, nous verrons combien de temps durera son amour. » Élise n'en entendit pas davantage. Elle s'enfuit, le cœur brisé, les paroles de Charles résonnant dans sa tête comme des coups de marteau. « Une fille que tu as achetée, elle t'a donné son nom sur un contrat de mariage. » Elle prit un taxi et rentra à l'appartement, l'esprit en ébullition. Était-ce vraiment ainsi que tout le monde voyait leur mariage? Comme une transaction commerciale? Quand Julien rentra 2 heures plus tard, il la trouva assise dans le salon, ses valises bouclées à ses pieds. « Élise, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu ta conversation avec Charles. » Le visage de Julien se décomposa. « Élise, ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah non !» Elle se leva, tremblante de colère et de douleur. « Alors explique-moi ce que c'est. Explique-moi pourquoi tu n'as pas démenti quand il a dit que tu m'avais acheté. Parce que... » Il passa une main dans ses cheveux, visiblement en détresse. « Parce que techniquement, c'est ce qui s'est passé au début. » Ces mots furent comme une gifle. « Techniquement? Élise, écoute-moi. » Il s'approcha d'elle, mais elle recula. « Oui, notre mariage a commencé comme un arrangement. Oui, j'ai payé pour les soins de ta grand-mère, mais mes sentiments, eux, sont vrais. Comment puis-je le savoir ?» Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. « Comment puis-je faire la différence entre ce qui était calculé et ce qui était sincère? Parce que je t'aime, » cria-t-il avec désespoir. « Je t'aime depuis que nous sommes enfants. » Non, elle secoua la tête violemment. « Tu aimes l'idée de moi, la petite fille que j'étais, mais la femme que je suis devenue, tu l'as modelée selon tes désirs. Mes cheveux, mes robes, ma façon de parler, tout ça, c'était pour faire de moi l'épouse parfaite pour ton image. Ce n'est pas vrai. Regarde-moi, Julien. » Elle écarta les bras. « Regarde cette femme que tu as créée. Est-ce que tu m'aurais aimé si j'étais restée la simple vendeuse de fleurs que j'étais ?» Le silence de Julien fut plus éloquent que toutes les paroles. Elle vit dans ses yeux qu'il se posait la même question, et cela acheva de lui briser le cœur. « C'est bien ce que je pensais, » murmura-t-elle. « Élise, ne pars pas, s'il te plaît. Nous pouvons arranger les choses. » « Arranger »
Elle eut un rire amer. Comme tu as arrangé notre mariage, comme tu arranges tous tes problèmes, avec de l'argent, elle prit ses valises et se dirigea vers la porte. Au fait, quelle était ta surprise? Un bijou? Une nouvelle robe? Autre chose pour parfaire ton œuvre? Julien la regarda partir, anéanti. C'étaient des papiers, dit-il dans un souffle. Elle se retourna. Quels papiers? Les papiers pour annuler notre contrat de mariage et le remplacer par un vrai mariage, par amour. Élise ferma les yeux, sentant son cœur se déchirer un peu plus. Il est trop tard, Julien. Je ne saurai jamais si tu m'aimes vraiment ou si tu aimes juste l'idée de me posséder. Élise. Mais elle était déjà partie, laissant derrière elle un appartement vide et un homme brisé qui comprenait enfin que l'amour ne pouvait pas s'acheter, même avec les meilleures intentions du monde. Dans le taxi qui l'emmenait vers la gare, Élise regardait Lyon disparaître par la fenêtre. Elle retournait à Annecy, vers sa vraie vie, mais elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Une part d'elle resterait toujours avec cet homme qui avait su toucher son cœur avant de le briser. Et quelque part, au fond d'elle, une petite voix lui murmurait qu'elle venait peut-être de commettre la plus grande erreur de sa vie. Élise avait trouvé refuge dans le petit appartement que Colette occupait près du lac d'Annecy. Sa grand-mère, inquiète mais respectueuse, ne posait pas de questions indiscrètes. Elle se contentait de la nourrir, de l'écouter quand elle avait envie de parler, et de la laisser pleurer quand les mots ne suffisaient plus. « Ma chérie », dit doucement Colette un matin en posant une tasse de thé devant Élise, « cela fait 1 semaine que tu es là. Tu ne crois pas qu'il serait temps de m'expliquer ce qui s'est passé ?» Élise leva les yeux de la fenêtre où elle contemplait le lac depuis des heures. « J'ai découvert que toute ma vie n'était qu'un mensonge. Mamie. » Comment ça? Et pour la première fois depuis son retour, Élise raconta tout. Le mariage de convenance, l'arrangement financier, la façon dont elle s'était peu à peu laissée transformer, et finalement cette conversation qu'elle avait surprise entre Julien et Charles. Colette l'écouta sans l'interrompre, hochant parfois la tête avec compréhension. « Et maintenant, je ne sais plus qui je suis vraiment », conclut Élise. « Est-ce que je l'aimais vraiment, ou est-ce que j'aimais juste la sécurité qu'il m'offrait? Est-ce qu'il m'aimait vraiment, ou est-ce qu'il aimait l'idée de me sauver ?» Colette réfléchit longuement avant de répondre. « Tu sais, ma chérie, quand ton grand-père et moi nous sommes mariés, c'était un mariage arrangé par nos familles. » Élise sursauta. « Vraiment? Mais vous sembliez si amoureux. Nous le sommes devenus. » Un sourire nostalgique éclaira le visage ridé de Colette. « Au début, nous étions 2 étrangers qui essayaient de faire un bout de chemin ensemble. Mais petit à petit, nous avons appris à nous connaître, à nous respecter puis à nous aimer. Mais comment saviez-vous que vos sentiments étaient vrais? Parce que l'amour, ma chérie, ce ne sont pas les grandes déclarations ou les gestes spectaculaires. C'est dans les petites choses, la façon dont il te regardait quand tu ne t'en rendais pas compte, sa patience quand tu apprenais à naviguer dans son monde, sa colère quand quelqu'un te manquait de respect. » Élise repensa à tous ces moments. Julien qui lui apportait du café au lit, qui annulait ses rendez-vous quand elle était inquiète pour Colette, qui la défendait face aux remarques déplacées de son entourage. « Mais mamie, comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui m'a menti dès le début? Il ne t'a pas menti sur l'essentiel, ma chérie. Il t'a dit qu'il t'aimait, et d'après ce que tu me racontes, ses actes le prouvaient. » Colette prit les mains de sa petite fille. « La question n'est pas de savoir si votre mariage a commencé par un arrangement. La question est de savoir si vous voulez qu'il continue par amour. » Cet après-midi-là, Élise se promena seule dans Annecy. Elle passa devant la floriculture de M. Dubois, qui avait finalement refusé l'offre de rachat et gardé sa boutique. Il la salua chaleureusement depuis sa vitrine, et elle lui rendit son sourire. Plus loin, elle croisa plusieurs personnes du quartier qu'il avait connues enfant. Tous lui parlaient avec affection, et elle réalisa qu'ici, elle était toujours Élise Moreau, la petite fille de Colette, la fille qui avait grandi près du lac. Pas Madame Monclar, l'épouse d'un millionnaire. En fin d'après-midi, elle reçut un appel inattendu. C'était Monsieur Dubois. « Élise, ma petite, il faut que je te dise quelque chose. Un homme est venu me voir aujourd'hui. Un homme d'affaires de Lyon. » Le cœur d'Élise se serra. « Julien? Non, pas ton mari. Un certain Charles Beaumont. »
Il m'a proposé une nouvelle offre de rachat, beaucoup plus importante que la première. Et je lui ai dit que la floriculture n'était pas à vendre. Mais Élise, il m'a dit des choses troublantes sur ton mari, que le projet d'hôtel n'était pas annulé, juste reporté. Élise sentit le monde vaciller autour d'elle. Il a dit ça? Oui, et il avait l'air très sûr de lui, comme si c'était une certitude. Après avoir raccroché, Élise resta longtemps assise sur un banc face au lac, l'esprit en ébullition. Charles mentait-il pour semer la discorde, ou Julien l'avait-il vraiment trompé sur l'annulation du projet? Le soir, elle était en train de préparer le dîner avec Colette quand on sonna à la porte. Sa grand-mère alla ouvrir et revint avec une expression surprise. « Élise, il y a quelqu'un pour toi. » Elle s'essuya les mains et alla voir qui c'était. Sur le seuil se tenait une femme élégante d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés parfaitement coiffés. Elle reconnut immédiatement la mère de Julien. « Madame Monclar? Bonsoir, Élise. Puis-je entrer? Nous devons parler. » Elles s'installèrent dans le petit salon de Colette. La mère de Julien regardait autour d'elle avec une expression indéchiffrable. « Votre grand-mère nous a laissés seuls ?» demanda-t-elle. Elle a préféré sortir faire quelques courses. Élise se tenait droite sur la défensive. « Que voulez-vous, Madame Monclar? Vous dire la vérité sur mon fils. » Elle posa son sac à main sur ses genoux et regarda Élise intensément. « Julien souffre, Élise. Depuis que vous êtes partie, il ne mange plus, ne dort plus. Il a démissionné de son poste de PDG. Il a démissionné hier. Il a dit au conseil qu'il ne voulait plus faire partie d'une entreprise qui ne respectait pas ses valeurs. » Elle marqua une pause. Charles Beaumont l'a remplacé. Et devinez quelle est sa première décision? Élise sentit son cœur se serrer. Le projet d'Annecy. Exactement. Julien s'est battu pendant des mois pour protéger cette ville, pour protéger ce qui compte pour vous. Et maintenant que Charles a le pouvoir, pourquoi me dites-vous tout ça? La mère de Julien soupira. Parce que j'ai mis du temps à comprendre, mais je vois maintenant que vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à mon fils. Avant vous, il était devenu froid, calculateur. Vous lui avez redonné une âme. Mais notre mariage, l'arrangement, c'était son idée pour vous convaincre. Mais ses sentiments, Élise, ceux-là sont vrais depuis qu'il a 15 ans. Elle se leva. Réfléchissez-y, ma chère. Un homme change-t-il sa vie entière pour une femme qu'il n'aime pas vraiment? Après son départ, Élise resta longtemps dans le silence du petit appartement, les paroles de sa belle-mère résonnant dans sa tête. Julien avait sacrifié sa carrière, sa position, tout ce pour quoi il avait travaillé. Pour elle. Et elle, que faisait-elle? Elle se cachait ici, blessée dans son orgueil, au lieu de se battre pour leur amour. Pour la première fois depuis une semaine, Élise sourit. Il était peut-être temps de rentrer à la maison. Élise prit le premier train pour Lyon le lendemain matin. Durant tout le trajet, son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Elle avait répété 100 fois ce qu'elle voulait dire à Julien, mais maintenant que le moment approchait, tous ces beaux discours s'évaporaient. L'appartement était plongé dans la pénombre quand elle arriva. Ses clés fonctionnaient encore, ce qui la rassura et l'inquiéta à la fois. Julien n'avait pas changé les serrures, signe qu'il espérait encore son retour, ou qu'il était trop abattu pour y penser. « Julien » appela-t-elle doucement. Pas de réponse. Elle avança dans le couloir et trouva le salon dans un état qu'elle ne lui avait jamais vu. Des journaux éparpillés, des tasses de café froides sur la table basse, des vêtements jetés sur les fauteuils. Julien, si méticuleux d'habitude, semblait avoir renoncé à tout ordre. Elle le trouva dans son bureau, affalé dans son fauteuil de cuir, les yeux fixés sur l'écran éteint de son ordinateur. Il avait maigri, ses cheveux étaient ébouriffés et une barbe de plusieurs jours ombrait ses joues creuses. « Julien » répéta-t-elle. Il leva lentement la tête et quand il la vit, son visage passa par toute une gamme d'émotions. Surprise, espoir, puis une résignation douloureuse. « Tu es venu chercher tes affaires ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Non. » Elle s'approcha lentement. « Je suis venu te chercher, toi. » Il la regarda sans comprendre. « Élise, Tais-toi et écoute-moi. » Elle prit une chaise et s'assit face à lui. « Ta mère est venue me voir. Elle m'a dit que tu avais démissionné. »
Julien hocha la tête. Charles a pris ma place. Il va relancer le projet d'Annecy. Je n'ai pas pu l'empêcher. Tu as essayé. Tu as même sacrifié ta carrière pour ça. Ce n'était pas suffisant. Il la regarda avec amertume. J'ai échoué à protéger ce qui comptait pour toi, comme j'ai échoué à te prouver que mes sentiments étaient sincères. Élise sentit son cœur se serrer devant tant de douleur. Julien, regarde-moi. Il obéit, et elle vit dans ses yeux toute la souffrance qu'il tentait de cacher. J'ai eu tort, dit-elle simplement. Tort de fuir, tort de douter, tort de ne pas faire confiance à ce que nous avions construit ensemble. Tu avais le droit de douter. Notre mariage a effectivement commencé par un mensonge. Non, il a commencé par une nécessité. Elle se leva et vint s'agenouiller devant lui. Mais il s'est transformé en quelque chose de beau, en quelque chose de vrai. Julien ferma les yeux. Comment peux-tu en être sûr? Comment peux-tu me faire confiance après ce que tu as entendu? Parce que j'ai réfléchi. Elle prit ses mains dans les siennes. Tu te souviens de notre première dispute, quand tu m'as dit que nous devrions repartir sur de nouvelles bases? Il hocha la tête. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons appris à nous connaître vraiment, sans masque, sans pression. Et ce que nous avons découvert, elle marqua une pause, la voix tremblante d'émotion. Ce que nous avons découvert, c'est que nous étions faits l'un pour l'autre. Élise. Non, laisse-moi finir. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Tu m'as montré que je pouvais être forte sans être seule. Tu m'as appris à accepter l'aide sans perdre ma dignité. Tu m'as aimé quand j'étais cassée et tu m'as aidé à me reconstruire. Mais j'ai aussi voulu te changer. Tu m'as aidé à devenir la meilleure version de moi-même. C'est différent. Elle caressa doucement son visage. Et moi, j'espère que je t'ai aidé à retrouver ton cœur. Parce que l'homme que tu es devenu, l'homme qui sacrifie sa carrière pour ses principes, cet homme-là, je l'aime de tout mon être. Julien la regarda intensément, comme s'il n'osait pas croire ce qu'il entendait. Tu m'aimes vraiment? Malgré tout, je t'aime. Je t'aime tellement que j'ai eu peur. Peur de perdre mon identité, peur de n'être qu'un trophée, peur que tout s'arrête un jour. Mais j'ai compris quelque chose. L'amour, ça ne se contrôle pas. Ça se vit. Cette fois, Julien ne put retenir ses larmes. Il attira Élise contre lui et la serra si fort qu'elle eut du mal à respirer. Mon Dieu, Élise, tu m'as tellement manqué. Cette semaine a été un enfer, pour moi aussi. Elle nicha son visage dans son cou, respirant son odeur familière. Mais nous sommes ensemble maintenant. Ils restèrent ainsi de longues minutes, se retrouvant, se réconciliant sans mots. Puis, Élise se dégagea doucement. « Julien, il faut que nous parlions du projet d'Annecy. Charles va détruire la floriculture, le quartier. Je sais, et j'ai beau chercher, je ne vois pas comment l'arrêter. Je n'ai plus d'influence dans l'entreprise. » Élise réfléchit intensément. « Et si nous trouvions un autre moyen? Lequel? Tu connais les lois sur le patrimoine historique ?» Julien fronça les sourcils. « Un peu. Pourquoi? » Parce que la floriculture de Monsieur Dubois est dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Et le café d'à côté aussi. Si nous arrivions à faire classer le quartier, Charles ne pourrait plus construire. Les yeux de Julien s'illuminèrent. « Élise, tu es géniale. Nous allons avoir besoin d'aide, d'avocats spécialisés, d'historiens. J'ai des contacts. Et maintenant que je ne suis plus lié par l'entreprise, il sourit pour la première fois depuis des jours. Nous pouvons nous battre. Ensemble, ensemble. » Il se leva et la prit dans ses bras. « Élise, veux-tu redevenir ma femme, ma vraie femme, pas pour un contrat ou un arrangement, mais parce que nous nous aimons. Je n'ai jamais cessé d'être ta femme, Julien. Même quand j'étais en colère, même quand j'avais peur, mon cœur t'appartenait déjà. » Il l'embrassa alors avec toute la passion, tout l'amour et tout le soulagement qu'il avait gardé en lui pendant cette semaine d'enfer. Et Élise lui rendit son baiser avec la même intensité, scellant enfin leur union sur des bases solides et vraies. « À propos, » dit-elle en se détachant de ses lèvres, « j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi ? Je veux reprendre mon nom de jeune fille. » Le visage de Julien se décomposa. « Tu veux divorcer ?» Élise éclata de rire. « Non, idiot, je veux que nous nous remarions, vraiment cette fois, devant nos familles, nos amis, avec de vrais vœux et de vraies promesses.
Et que tu me redemandes en mariage comme il faut. Julien sourit et, sans hésiter, tomba à genoux devant elle. Élise Moreau, femme de ma vie, lumière de mes jours, veux-tu m'épouser? Oui, répondit-elle en riant aux éclats. 1000 fois oui. 6 mois plus tard, Élise se tenait devant le miroir de la petite chambre de Colette, contemplant sa robe de mariée. Cette fois, elle l'avait choisie elle-même, simple, élégante, avec un décolleté en dentelle qui lui rappelait les fleurs qu'elle aimait tant. Ses cheveux, qu'elle avait laissés repousser, étaient relevés en un chignon romantique orné de vraies roses blanches. « Tu es magnifique, ma chérie », dit Colette en ajustant le voile de sa petite fille. « Et cette fois, tu rayonnes de bonheur. » Élise sourit. « Cette fois, c'est un vrai mariage, mamie. » Leur bataille pour sauver Annecy avait été longue et difficile, mais ils avaient gagné. Avec l'aide d'avocats spécialisés et d'historiens passionnés, ils avaient réussi à faire classer une grande partie du vieux quartier au patrimoine historique. Le projet hôtelier de Charles avait été définitivement annulé et l'homme d'affaires, furieux, avait tenté de faire du chantage à Julien avant d'abandonner face à leur détermination. Julien, libéré de l'entreprise familiale, avait créé sa propre société de développement durable. Son premier projet, la transformation d'un ancien entrepôt industriel en centre culturel et artistique qu'il avait décidé de nommer Centre Colette Moreau, en l'honneur de la grand-mère d'Élise. « Madame Moreau ?» Une voix douce l'interrompit dans ses pensées. C'était Madame Laurent, l'ancienne femme de ménage de Julien, qui s'était proposée pour l'aider à se préparer. « Il est temps. Votre mari vous attend. » Élise rit. « Mon futur mari, » corrigea-t-elle. « Dans mon cœur, vous êtes déjà marié depuis longtemps, » répondit la femme avec un clin d'œil. La cérémonie avait lieu dans le parc Charles-Bosson, là où Julien et Élise avaient passé tant d'heures ensemble, enfants. Une petite assistance s'était rassemblée. Colette au premier rang, dans sa plus belle robe, la mère de Julien, qui souriait avec une sincérité nouvelle, Monsieur Dubois, ému aux larmes, et quelques amis proches qui avaient été témoins de leur histoire d'amour tumultueuse. Quand Élise apparut au bout de l'allée improvisée, Julien sentit son cœur s'arrêter. Elle était éblouissante, mais surtout, elle irradiait cette joie pure qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. Cette fois, elle venait vers lui de son plein gré, par amour, sans contrainte ni obligation. « Tu es prête ?» demanda Colette en lui offrant son bras. « Plus que jamais », répondit Élise. Ils avancèrent ensemble vers Julien, qui attendait sous un arc de roses blanches que M. Dubois avait confectionné spécialement pour l'occasion. Quand Colette déposa la main de sa petite fille dans celle de Julien, elle murmura « Prenez soin l'un de l'autre. »« Nous le promettons », répondirent-ils ensemble. Le maire d'Annecy, qui avait accepté de célébrer cette union particulière, sourit en les voyant. « Mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'amour véritable entre Julien et Élise. Un amour qui a su grandir, surmonter les épreuves et se transformer en quelque chose de plus beau que ce qu'ils auraient pu imaginer. » Il se tourna vers Julien. « Julien, voulez-vous prendre Élise pour épouse ?»« Oui. » La voix de Julien était ferme et claire. « Élise, je promets de t'aimer non pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que je choisis de t'aimer chaque jour. Je promets de respecter tes rêves, de soutenir tes combats et de construire avec toi un avenir où nous pourrons être nous-mêmes, ensemble. » Les larmes aux yeux, Élise hocha la tête quand le maire se tourna vers elle. « Élise, voulez-vous prendre Julien pour époux ?»« Oui. » Sa voix tremblait d'émotion. « Julien, je promets de t'aimer pour l'homme que tu es vraiment, pas pour celui que tu crois devoir être. Je promets de faire équipe avec toi dans les moments difficiles et de célébrer avec toi tous les moments de bonheur. Je promets de ne plus jamais fuir quand l'amour me fait peur. » Ils échangèrent leurs alliances, de simples anneaux d'or qu'ils avaient choisis ensemble, et quand le maire les déclara unis, leur baiser fut accueilli par les applaudissements émus de leurs proches. Après la cérémonie, ils se promenèrent tous ensemble au bord du lac. Élise, sa main dans celle de Julien, contemplait les montagnes qui se reflétaient dans l'eau calme. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Julien. « Rien du tout. » Elle se tourna vers lui, radieuse. « Et toi ? Juste le temps que nous avons perdu à avoir peur. Mais sans cette peur, nous n'aurions peut-être jamais appris à nous faire vraiment confiance. »
Julien sourit et la fit tourner dans ses bras. « Tu as raison. » Comme toujours. Plus tard dans la soirée, lors de la petite réception organisée au restaurant du lac, Colette prit la parole pour porter un toast. « Mes chers enfants, dit-elle en levant son verre, j'ai eu la chance de voir naître, grandir et s'épanouir votre amour. Ce n'était pas toujours facile, ajouta-t-elle avec un sourire malicieux qui fit rire l'assistance, mais les plus belles histoires d'amour ne sont jamais les plus simples. » Elle regarda Élise et Julien avec tendresse. « Vous avez appris que l'amour ne consiste pas seulement à tomber l'un sur l'autre, mais à choisir chaque jour de marcher ensemble dans la même direction. Que votre route soit longue et semée de bonheur. » À Julien et Élise, s'exclamèrent tous les invités en chœur. Quand la soirée se termina, Julien et Élise se retrouvèrent seuls sur la terrasse du restaurant face au lac étoilé. « Alors, Madame Monclar, dit Julien en l'attirant contre lui, comment vous sentez-vous ? » « Comme si ma vraie vie commençait enfin, répondit-elle en levant les yeux vers lui. « Et toi, monsieur Monclar ? » Comme l'homme le plus heureux du monde. Il l'embrassa sous les étoiles, et dans ce baiser, il y avait toutes les promesses d'un avenir construit ensemble, toute la douceur d'un amour enfin apaisé, et toute la passion d'une histoire qui ne faisait que commencer. Au loin, les lumières d'Annecy scintillaient comme des diamants, témoin silencieux de cette union qui avait transformé deux vies solitaires en un seul et même destin d'amour. 1 an plus tard, quand leur premier enfant naquit, ils l'appelèrent Espérance, car c'était exactement ce que leur histoire avait représenté, l'espoir que l'amour véritable existe, qu'il peut naître des circonstances les plus inattendues et qu'il peut transformer même les cœurs les plus blessés. Et parfois, le soir, quand ils se promenaient avec leur fille dans le parc Charles-Bosson, ils se souvenaient de ces 2 enfants solitaires qui avaient trouvé l'un en l'autre leur premier réconfort, sans savoir que le destin les réunirait des années plus tard pour écrire ensemble la plus belle des histoires d'amour.